Bon, on va revenir sur nos présidents de Ligue 1. Les gars, ça fait une bonne semaine qu'on n'avait pas parlé des présidents de Ligue 1. Ça nous a manqué un petit peu. On va se faire un petit rappel des faits, Raphaël, avec vous. Hein. Oui, on va recontextualiser, puisqu'hier soir, Fabien Toiti, notre confrère, a été reçu sur RMC, notre confrère et réalisateur du complément d'enquête sur Nasser El Khelaifi. Il a dévoilé des extraits sonores de la réunion houleuse entre présidents de Ligue 1 le 14 février dernier, en pleine crise de DAZN, une réunion dont l'équipe avait déjà révélé de larges extraits. Le premier à manifester son agacement était Valdemar Kita, le président de Nantes, s'en prend notamment là à Jean-Pierre Caillot, son homologue de Reims, président du collège. On est en train de nous conduire à un suicide collectif. Voilà ce que je suis en train de te dire. Et donc c'est ce qu'il dit à Jean-Pierre Caillot. Et personne ne bouge, personne ne bouge. Alors après une intervention du président du PSG, Nasser El Khelaifi, réclamant un peu de calme pour régler le problème, Kita s'emporte. Ah non mais Nasser, il n'y a pas à se calmer. Moi je mets mon propre argent. Tu comprends ça? Pourquoi c'est toujours le bordel? Depuis le départ, ce contrat, c'est de la merde. Des présidents dans cette réunion vont se positionner sur la qualité du produit proposé par le diffuseur principal du championnat, à l'image de Jean-Michel Roussier, le président du Havre. Regardez ce qu'il déclare. DAZN, pourquoi c'est au tribunal? Parce qu'ils ont fait de la merde depuis le début et ils continuent d'en faire. Ils se sont gourés sur leur business plan. Ce sont les seuls au monde qui imaginaient faire 1,5 million d'abonnés avec le produit de Daube qui nous livre. Voilà, donc pour Jean-Michel Roussier, c'est assez fort. Un autre président dont on va aussi parler dans cette réunion, Olivier Létang, le président du LOSC, qui ne se montre pas tendre également. La façon de procéder de DAZN est quand même très très moyenne. Je suis d'accord que l'on ne peut pas garder un partenaire comme celui-là qui a un produit catastrophique et donc il faut se préparer. 3 petits points. Comme à l'occasion de la réunion du 14 juillet, on vous en avait parlé également dans cette émission, Joseph Ougourlian, le propriétaire du Racing Club de Lens, va ensuite prendre la parole pour poser les enjeux. Pour que ce soit clair, 400 ou 500 000 abonnés à DAZN, ça valorise nos droits de 150 à 200 millions d'euros. C'est à peu près ça, la valeur de nos droits. Aujourd'hui, on parle souvent d'intelligence collective, mais dans notre cas, excusez-moi messieurs, on est quand même sur un sacré exemple de bêtise collective. Il y a des gens qui apprennent des erreurs des autres, il y a des gens qui apprennent de leurs erreurs. Nous, on l'a refait 2, 3 fois. Parce que là, vous avez bousillé le produit. Et enfin, le président lensois va ensuite aller plus loin, remettant en cause la gouvernance de la Ligue et même son président. Regardez ce qu'il déclare. Aujourd'hui, le management de la Ligue, Vincent Labrune en particulier, le management du collège Jean-Pierre Caillot, ont une responsabilité très importante dans ce putain de désastre qui est le nôtre. Qui me laisse pantois. J'aimerais bien que ces gens-là prennent leurs responsabilités, mais c'est beaucoup trop leur demander. Je vous en supplie, parce que c'est mon fric perso que je mets dans le club, je vous en supplie, travaillez à un plan B avec des gens compétents. Merci Raphaël, très bon acteur. J'étais dans la réunion, j'étais dedans, vous avez bien mis le ton. Là, mais là, Olivier Bossard, il y a 2 choses. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses, mais il y en a 2 choses. Là, il y a quand même Joseph Ougourlian qui met son argent, qui est un président du côté de Lens, qui est un grand entrepreneur, qui demande le départ de Vincent Labrune. On ne peut pas laisser passer cette déclaration-là sous silence. On va s'amuser, produit de Daube, des phrases. On a tous des conversations où on dit des choses comme ça quand on pense que c'est dans le privé. Pas de problème sur ça. On va revenir après sur ce qu'il pense du produit parce que c'est quand même très problématique. Mais sur ça, là, Joseph Ougourlian demande le départ de Vincent Labrune. Vous le comprenez comme ça? Oui, et franchement, est-ce qu'on doit vraiment être surpris? Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'en fait, il est où, là, Vincent Labrune? Il est où dans cette réunion? Moi, je trouve ça complètement dingue que le président de la Ligue ne dise rien. Ce soit les présidents qui continuent de mener les débats, qui continuent tous de presque à la limite de l'insulte les uns envers les autres. Et il n'y a pas un chef, il n'y a pas quelqu'un qui est là pour cadrer et pour essayer de calmer les choses. Je trouve ça totalement hallucinant quand aussi un président dit on ne sait même pas où en sont les comptes. Enfin, c'est complètement absurde. Ça fait suite à ce qu'on avait eu déjà il y a quelques semaines quand la moitié des présidents avaient appris par la voie de presse que DAZN ne paierait pas la suite de ce qu'il devait. Donc en fait, on a encore un spectacle complètement pathétique. On a une image du foot français qui est complètement dégradée et ce qui fait peur, c'est que la casse arrive avec les résultats financiers de fin de saison qui font très très peur. Donc je comprends que certains présidents commencent à avoir peur et à demander à ce que les choses bougent. Il y a un truc que je vois, je crois que c'est une des
je sais pas si c'est la première fois, Ludo, mais on voit que ce soit Valdemar Kita ou Joseph Oughourlian, ils disent c'est mon fric, c'est mon argent. C'est-à-dire que moi, je mets des sous quand même dans ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai critiqué la gestion sportive de M. Oughourlian en disant, bah voilà, là, vous affaiblissez Lens. Mais en même temps, et sur les équipes précédentes, il avait eu des résultats, mais avec de l'argent qui était parti sans doute un peu loin. Mais là, je le comprends. Je veux dire, il met de l'argent, il réussit dans le business, il vient dans le foot. Et on est en train de lui expliquer que ça ne va pas fonctionner comme ça. Moi, je peux comprendre sa colère. Il y a évidemment la teneur de cette réunion qui, normalement, apparaissait anonyme, si ce n'est que peut-être quelqu'un était au courant qu'elle était enregistrée. Donc ça, on ne le saura pas. Et est-ce que ça a été fait après ou la personne qui a donné les images le savait avant et a joué un rôle? Donc ça, on ne le saura pas. Vous êtes en train de me chercher la taupe, là. Non, mais néanmoins, de ce que j'entends, le seul qui sort du lot, c'est Joseph Oughourlian. C'est-à-dire que non seulement il dénonce quelque chose, mais derrière, il apporte un début de solution. Il n'est pas que la critique sur le diffuseur, il est sur la façon dont ça fonctionne. On renverse la table, on ne renverse pas que la Brune, on renverse le collège de Ligue 1, parce qu'il parle de Jean-Pierre. Jean-Pierre Caillot. Quel Jean-Pierre. Et donc de Vincent Labrune. Donc il dit, il met dans le... Alors, Laurent Nicolin n'est pas cité dedans, mais il est quand même un des principaux suiveurs de cette mouvance-là. Olivier Létang me paraît aussi quelqu'un qui, alors, dans cette réunion, n'apparaît peut-être pas aussi impliqué que Joseph Oughourlian, mais son travail de gestion des comptes du LOSC est un modèle aujourd'hui. Le LOSC est un modèle aujourd'hui entre la manière de rester compétitif et la manière de gérer ses comptes. Oui, et puis la manière d'avoir géré l'après Lopez. Voilà. Donc on a deux garçons, deux hommes, qui me paraissent les mieux à même d'apporter le plan B demandé par Joseph Oughourlian. Donc prenons ces deux hommes-là. Mais non, mais ils vont pas. Mais non, vous avez tant que Nasser El-Khelaifi est le maître du jeu et que vous avez d'autres. Ils ne vont pas partir sur un tandem Olivier Létang, Joseph Oughourlian. Nasser El-Khelaifi, on l'entend beaucoup moins que sur la réunion du 14 juillet. On ne l'entend pas dans cette réunion-là. On ne l'entend quasiment pas. Vincent Labrune non plus. Donc il y a un constat d'échec. Alors après, soit... Je sais pas, parce que moi je me méfie toujours des extraits qui sont rapportés. Quand j'ai pas l'intégralité de tout ce qui est là, je veux bien qu'on parle de ce qui en sort. Maintenant, sur l'intégralité d'une réunion qui a duré plus que 4 extraits, j'y vais avec méfiance quand même. Parce que sinon, est-ce qu'on continue tout PSG comme on l'a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire même dans la redistribution, où il y a un rapport entre Le Havre qui prend 2 millions sur CVC et Paris qui en prend 200. Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce que c'est bon pour notre Ligue 1? C'est des questions qu'il faudra se poser. Après, ça c'est encore autre chose. C'est des questions qu'il faudra se poser. On va dresser le portrait de Joseph Oughourlian avec Alicia, parce que c'est devenu, on voit bien, un homme fort du foot c'est un français. homme de médias. Non, mais après, n'en déplaise à Nasser El-Khelaifi. Après, on reviendra. Il gère des médias aussi. On reviendra après, Ludo, sur cette histoire de répartition, parce que je ne suis pas sûr que ce soit l'histoire de la répartition mais ça contribue. Majeur. Ça contribue. C'est vrai qu'il se démarque, Joseph Oughourlian, avec ses critiques assez incisives autour des droits TV depuis quelques mois. Lui qui est plutôt de nature discrète. C'est vrai que jusqu'à l'été dernier, où il avait repris plus ou moins le club en main, il est d'ordinaire très discret. Alors qui est-il vraiment? Lui qui est propriétaire du club depuis 2016 avec sa société Solferino, unique actionnaire depuis 2017, président depuis 2018. Sa spécialité depuis Londres, c'est de prendre des parts dans des entreprises en difficulté, en imposant des changements de gouvernance pour prendre des profits d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est notamment donc sa spécialité. C'est un homme de finance, d'abord, qui a commencé à la Société Générale à New York et qui a monté un petit empire avec son fonds Amber Capital depuis 2005. Amber Capital, c'est l'actionnaire majoritaire du groupe de presse espagnol Prisa, ce dont parlait Ludo, notamment l'éditeur d'El País, premier journal d'information générale du pays, mais aussi du quotidien sportif AS et de la première radio généraliste Cadena Ser. Amber Capital, ça pèse plus d'1 milliard d'euros d'actifs, donc c'est un groupe assez costaud. Et il a été aussi connu, Joseph Oughourlian, pour ce combat mené chez Lagardère. Et c'est lui qui a contribué directement à la chute d'Arnaud Lagardère, donc grand homme d'affaires, entrepreneur et aujourd'hui frondeur autour des questions des droits TV. Merci Alicia. C'est important, je crois, de préciser que c'est un homme qui a beaucoup réussi dans le business. Benoît, il y a quand même aussi quelque chose d'autre, c'est que je trouve qu'ils sont d'une
d'une immense agressivité, on va dire ça comme ça, une grande violence envers DAZN. Alors, il y a sans doute plein de choses à reprocher à DAZN. Hein. Je ne fais pas le candide, hein. Le prix excessif au début, on l'a dit, on l'a répété. Je me refuserai toujours à parler d'édito des confrères. Voilà, que ce soit DAZN ou d'autres, je ne me permets pas de parler d'édito parce que j'aimerais pas qu'ils parlent de l'édito de chez moi, mais c'est eux qui amènent l'argent quand même. Là, ils amènent. C'est facile de remettre toute la faute sur. C'est-à-dire quand quelqu'un amène un demi-milliard, enfin je veux bien, mais. Effectivement, il y a eu des soucis au début pour la création de la chaîne, notamment au niveau de l'abonnement et tout. Ils ont essayé par plusieurs offres de rectifier le tir, mais je trouve ça facile de tout mettre sur le dos de DAZN. Oui, que Gourlian parle de la brune, c'est ça que l'on veut voir, parce que clairement... Mais après, il peut y avoir une discussion pour dire comment toi tu t'améliores, comment moi je m'améliore. Mais là, on a l'impression qu'ils se désignent un coupable en disant maintenant, on va se barrer, on a pris l'argent pour survivre 1 an, 2 ans, quoi. Là, le problème, c'est qu'en fait, on a l'impression que dans leur tête, tous, DAZN, c'est fini, en fait. Là, clairement, on se dit, il faut une nouvelle chaîne, il faut un plan B, et ils axent vraiment le discours sur ça. Attention, DAZN, malgré tout, a payé le... Il y a un nouveau paiement qui arrive bientôt. Hein. Oui, le 30 avril. Il était censé avoir une trêve quand, si je suis le patron de DAZN et que j'entends ça... Vous aimeriez vous faire insulter comme ça, vous ? Et puis je pense qu'aussi, il y a certains clubs, et effectivement, il y a certains clubs qui n'ont pas trop joué le jeu aussi auprès de DAZN. Je trouve qu'il n'y a pas eu trop d'accès non plus sur les vestiaires, sur les comptes d'après-match, c'est un peu compliqué. Donc je pense que chacun est responsable, mais pour moi, le premier responsable, c'est Vincent Labrune, c'est tout. Mais ils sont quand même pas très malins parce qu'on peut imaginer que la bande a été donnée par un président qui était justement présent à cette réunion. Après, on peut s'amuser de demander si c'est fait volontairement pour faire craquer le diffuseur. Hein. Mais oui, mais là, on se tire complètement une balle dans le pied parce que qu'est-ce qui ressort ? C'est produit de daube, produit catastrophique, et derrière, DAZN qui galère à essayer de ramener des... mais ils peuvent faire tous les clips qu'ils veulent. Si un président dit que notre produit n'est pas bon, ils peuvent faire 1000 clips. Ça ne va pas ramener des gens. Hein. Non, mais derrière, on n'a pas envie d'y aller. Si c'est si catastrophique que ça, personne ne va y aller. Donc, on se tire une balle dans le pied. Et je me mets à la place des gens de DAZN. On a parlé de cette possibilité de rompre le contrat en décembre 2025. 1er décembre. Mais moi, j'entends un truc comme ça. Je ne suis pas juriste, mais j'entends ça. Je m'en vais. Mais oui, mais clairement. Clairement, là, on n'a qu'une envie, c'est de claquer la porte. Merci, au revoir. On n'est pas respecté. Mais alors, est-ce que quelque part, on n'est pas en train de se dire qu'ils cherchent une porte de sortie encore plus anticipée que le 1er décembre. Mais ils l'ont dit ouvertement dans les échos. Ça ressemble à ça, quand même. On signe, d'ailleurs, vous croyez que la clause de sortie, elle est pourquoi ? On signe la clause de sortie au bout de 2 ans. Tu avais un contrat de 5 ans. Donc ça veut bien dire, on prend les 450 et ce qu'il y a à prendre tout de suite. Et dans 2 ans, quand on aura refait un peu de trésorerie, on sort du contrat, terminé, et on fait autre chose. Est-ce qu'on peut avoir les dates clés, justement, de tout ce qu'il faut avoir en tête pour ces épisodes qui ne s'arrêtent jamais ? En fait, c'est une série... voilà, ça ne s'arrête pas, ce feuilleton, merci. Il va s'en passer des choses. On a déjà évoqué certaines choses, notamment le prochain paiement, ça sera le 30 avril pour DAZN. 5% du montant des droits de la saison, c'est en deuxième sur ce tableau. Là, à la mi-avril, c'est ce que Philippe Diallo avait demandé, le président de la 3F, un point d'étape sur les états généraux du foot français, où il y avait eu cette première réunion, on avait déjà parlé dans l'équipe de Greg. Il y a cette date de la clause de sortie qui peut être activée, donc avec le diffuseur DAZN. Et puis alors, on a mis un point d'interrogation, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a une procédure au fond, c'est-à-dire qu'il y a une procédure de la part de DAZN qui réclame 573 millions d'euros. La médiation est en cours, donc il y a plein d'épisodes et plein de dossiers qui sont encore à suivre. Elle risque de rester en cours à un moment. Ça reste un gros dossier quand même, malgré tout. Ouais, c'est un bon... Mais là, ça amène encore des pièces au dossier, là. Un peu tranquillement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle passe d'armes. Franchement, pas glorieuse.